Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Ce matin, j'ai la chance de m'entretenir avec Rachel Gauthier. Rachel, qui est professeure à l'Université de l'Île du Prince-Édouard et qui a eu la gentillesse de contribuer un texte au numéro spécial que je co-dirige avec Carole Fleuret sur l'éducation en français en contexte minoritaire qui paraîtra à l'automne 2023 à la Revue canadienne des langues vivantes. Rachel a soumis un texte qui est publié et qu'elle a écrit avec Diego Figueroa Medina, texte qui s'intitule « On va les franciser », entre guillemets, la francisation scolaire comme outil de revitalisation langagière à l'île du Prince-Édouard. Bonjour Rachel. Bonjour Joël. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Donc, ça se veut informel, je te pose quelques questions. L'idée, c'est vraiment de présenter sommairement le texte que tu as écrit, que tu as publié dans le numéro spécial. Ma première question, ce serait, est-ce que tu peux me décrire, présenter sommairement les faits saillants de l'article que ton collègue et toi avez soumis au numéro de la revue? Ben oui, certainement. C'est ça le but ou le sujet de la recherche était justement la francisation scolaire à l'île de Prince-Édouard. Donc, on a voulu vraiment mieux comprendre un peu les conditions ou les facteurs qui ont contribué à l'avènement de ce programme parce que ça existe dans les écoles à l'île du Prince-Édouard depuis 2014 seulement. Et après ça, on a voulu mieux comprendre aussi le développement du programme, son début, l'évolution depuis, peut-être les succès et les défis. Tout ça de la perspective des gens qui ont travaillé à façonner le programme. Donc, on a discuté avec des gens de la Commission scolaire de langue française, aussi le ministère de l'Éducation et aussi les intervenantes qui enseignent le programme ou qui font la livraison du programme dans les écoles aujourd'hui. Mm-hmm. Et de façon générale, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet, la revitalisation langagière dans les écoles de l'île du Prince-Édouard? Ben, c'est ça, l'intérêt, là d'où vient mon intérêt au sujet de la francisation, c'est vraiment d'un part, c'est un peu mon expérience personnelle parce que j'ai, avec l'assimilation culturelle et linguistique dans ma famille et un peu mon expérience de retour vers la langue et vers la culture. Donc, pour moi, la francisation scolaire en contexte minoritaire francophone est un outil parmi d'autres qu'on devrait vraiment beaucoup mieux comprendre. Mm-hmm. Et beaucoup mieux placé ou à l'intérieur des écrits au sujet de l'éducation en français en contexte minoritaire. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais commencer avec cette étude pour justement situer un peu la francisation comme outil de revitalisation linguistique et de faire bien comprendre que c'est un enseignement du français qui est légitime au sein du système scolaire francophone en contexte minoritaire et aussi que c'est impliqué dans les droits linguistiques constitutionnels à travers l'article 23 et son caractère réparateur. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu pour ça que j'ai voulu entamer cette recherche. Mm-hmm. Et si maintenant on avait à parler concrètement de méthodologie, quelle est la démarche que vous avez utilisée pour en arriver aux résultats que vous présentez dans l'article? On a adopté une méthodologie de l'étude de cas et on a utilisé des méthodes d'entrevue et d'entrevue de groupe, et entrevue semi-dirigée et entrevue de groupe. Et justement, on a travaillé à travers Zoom. C'était un peu dans le temps de la pandémie aussi. Donc, on a utilisé l'outil Zoom. On a enregistré les entrevues et les entrevues du groupe. On les a fait la transcription de toutes ces données-là. Et on a utilisé le logiciel NVivo pour entamer une analyse thématique du corpus. Donc, c'est à peu près ça qu'on a fait. Et maintenant, si j'avais à te demander de nous présenter très brièvement les principaux résultats, est-ce que tu peux nous dire finalement comment, à partir de cette analyse thématique, vous avez réussi à jeter un éclairage sur la francisation scolaire qui est mise en œuvre dans les écoles francophones de l'île du Prince-Édouard?
Bien, certainement. Mais d'abord, en réponse à la première question qui était vraiment au sujet des conditions, quelles conditions étaient en place pour voir au développement de ce programme ici. On est retourné un peu en arrière pour parler un peu brièvement du contexte historique de l'éducation en français à l'île de Prince-Édouard. À un moment donné, après une amalgamation, les écoles de langue française ici à l'île étaient réduites juste de 40 écoles à peu près à une école seulement. Et ça, c'était dans les années, des années 60, disons, qu'on était rendu à une école française dans toute la province. Et depuis ce temps-là, avec des facteurs plus macroscopiques, comme les lois sur la langue officielle au Canada et l'instauration de la Charte canadienne des droits et libertés, ces outils ont permis un peu le retour de l'éducation de langue française dans la province. Et aussi, grâce à la jurisprudence qui découle des arrêts historiques comme le Mahé versus Alberta et Arsenault-Cameron versus l'île de Prince-Édouard, la jurisprudence a comme guider un peu la mise en œuvre de l'article 23, donc, et à doter l'école de langue française avec un caractère réparateur. Donc, avec ceci, les écoles ou les conseils scolaires ont pu vraiment agir pour maximiser la participation à l'école de langue française. Il y a plusieurs gestes comme l'assouplissement de l'article 23, et l'accueil des nouveaux arrivants et tout ça, ça fait que l'école de langue française est devenue un milieu beaucoup plus hétérogène que homogène ces jours-ci. On sait depuis très longtemps que c'est le cas. Mais moins le cas à l'île de Prince-Édouard, ça commence certainement autour de 2012, c'est que le conseil a commencé à ouvrir un peu les portes, comme on dit, et on a vu subitement que la composition dans les salles de classe a changé. Donc, on avait beaucoup plus d'élèves qui arrivaient à l'école, qui avaient besoin d'appui en français. Donc, d'où vient un peu le début du programme en francisation à l'île de Prince-Édouard. Ensuite de ça, pour les autres questions qui étaient autour des succès et des défis du programme, et aussi des éléments clés du programme de francisation, il y a beaucoup d'informations là, mais pour dire que je crois qu'un des succès les plus importants, c'était dans une petite province, on a pu vraiment collaborer à tous les niveaux. Gouvernement, conseil scolaire, parents, communauté, école, personnel scolaire. Donc, c'était vraiment un des gros succès. Parce que le financement, à un moment donné, venait de plusieurs différentes entités. Et au cœur de tout ça était pas non seulement l'enseignement en salle de classe, mais aussi le rôle du parent dans tout ceci, parce qu'on comprend bien que l'école ne peut pas tout faire, surtout dans des communautés où la communauté francophone est baignée un peu à travers la communauté anglophone. C'est difficile. Donc, avec les soirées voix grand, on a invité les parents à venir et les grands-parents et d'autres membres de la communauté à venir à l'école avec leurs enfants. Donc, on avait le souper, on avait le service de garde, on avait une formation pour les parents et les enfants avaient des activités à côté. On donnait des cadeaux à la fin. C'était vraiment arriver à avoir beaucoup comme un très haut taux de participation dans les écoles. Et ça a commencé la discussion avec les parents et on a pu aussi faire évoluer leur connaissance par rapport au contexte minoritaire francophone et aussi ce qu'ils peuvent faire à la maison pour appuyer les efforts de l'école et faire partie de la communauté. Et ça a créé comme un sens d'appartenance incroyable, même pour les parents qui n'ont pas la langue. Et on voyait bien des situations où les parents n'avaient pas la langue, mais les grands-parents l'avaient.
Donc, et les enfants sont là maintenant à l'école française, là où l'école n'existait pas avant. Donc, c'était vraiment très, très spécial de voir. Et oui, ces soirées voir grand-là continuent. Depuis le tout, je pense que ça a commencé presque comme l'année après le programme, que le programme de francisation a commencé, mais ça continue. Ça a évolué même durant la pandémie, je crois, et là, ça revient en personne. Donc, c'était tout ça pour dire que on voulait vraiment, je crois, d'après les participants, on voulait vraiment assurer le succès de ce programme. Et on a tout fait pour arriver à ça. Et des défis existent encore certainement au niveau des ressources humaines, ça c'est clair, c'est tout le temps le cas. Le besoin augmente et continue d'augmenter, donc, et peut-être le service prend... ne rencontre pas cette expansion. Tu sais, on a beaucoup de demandes, on a un service qui est là et ce qui se fait questionner de temps en temps encore là, comme est-ce qu'on a vraiment besoin des ETP pour ce programme-là, etc., etc. Mais je pense que le programme est maintenant bien implanté après tout ce temps-là et le système a comme connu aussi une évolution par rapport à les gens qui comprennent mieux pourquoi on a besoin de ça et le voient un peu de la même façon. C'est une discussion qui s'insère aussi dans toute ce discours-là du caractère pluriel de l'école de langue française et je crois que c'est très, très important de continuer à en discuter et à voir justement comment l'école peut... Justement, l'école peut évoluer. On a besoin d'évoluer et de déconstruire un peu le binaire dans tout ça, à mon avis, comme le anglophone, francophone. Là, moi, j'aimerais ça juste enlever ça de notre discours. Mais la raison d'être de l'école repose sur cette binaire-là. Donc, c'est vraiment difficile à l'enlever, mais je crois qu'il y a comme vraiment une évolution qui a besoin d'être faite à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai j'ai parlé assez à ce sujet-là, mais oui, en fin de compte, c'est ça. C'est de continuer à collaborer et de se donner une vision commune, je pense. Très difficile d'avoir une vision commune quand on parle de l'école de langue française parce que chacun et chacune a sa propre façon de voir mais avec la francisation et avec des activités qui font avancer ce discours-là, je pense qu'on y arrivera à faire évoluer. Écoute, tu finis sur une belle note. J'invite les auditrices, les auditeurs à aller lire le texte que tu as écrit et qui reprend dans le détail ce que tu as avancé dans le cadre de l'entretien. Je rappelle son titre. On va les franciser, entre guillemets, la francisation scolaire comme outil de revitalisation langagière à l'île du Prince-Édouard. C'est un texte paru dans la Revue canadienne des langues vivantes en 2023. Rachel, je te remercie énormément de ton temps. Merci beaucoup, Joël. Ça fait plaisir.